Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de fonctions trigonométriques. On a déjà parlé de ces fonctions, cosinus et sinus. On a parlé de la parité, de la monotonie de ces deux fonctions. Et dans cette séance, on va parler de la bijectivité de la fonction cosinus et sinus. Est-ce qu'on peut voir ces deux fonctions trigonométriques comme deux fonctions bijectives? Et si oui, quelles sont leurs fonctions réciproques? Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Commence alors par donner la définition d'une fonction bijective. Alors, qu'est-ce qu'une fonction bijective? Voilà la définition. Soit f, une fonction, on a dit, une fonction est donnée par l'espace de départ, l'espace d'arrivée et l'expression de f. Donc, je suppose ici que E est l'ensemble de départ, f l'ensemble d'arrivée, et la fonction f associe à chaque x la valeur f de i. Quand on dit que f est bijective, donc voilà, quand je peux dire que cette fonction f est bijective. Avant de donner la définition de la bijectivité en fait, euh, pour dire que la fonction f est bijective, il faut que f soit injective et surjective. Bijective, c'est-à-dire injective et surjective à la fois. Donc, je commence par qu'est-ce qu'une fonction injective et puis je donne la définition d'une fonction surjective. Donc, une fonction est dite injective si, donc f toujours de E vers F est dite injective si, si quoi? Alors, quel que soit x, y, deux éléments de l'ensemble de départ, si je considère deux éléments de l'ensemble de départ tels que x différent de y, si je considère deux éléments de l'ensemble de départ différents, alors leurs images sont différentes. Si x est différent de y, l'image de x doit être différente de f de y. Dans ce cas, je dis que la fonction f est injective. Je donne un exemple. Alors, par exemple, la fonction qui est associée à chaque x carré. La fonction qui est associée à chaque réel x carré. Et je travaille de R vers R. Donc, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble des réels. L'ensemble d'arrivée, encore, c'est l'ensemble de tous les réels. Est-ce que cette fonction est injective? Alors, regardez. Donc, la question, si x différent de y, est-ce qu'on a f de x, c'est-à-dire x carré différent de y carré? Est-ce qu'on a cette implication, quel que soit x et quel que soit y dans R? Regardez par exemple, si je considère x égale à 1 et y égale à moins 1, c'est clair que x différent de y, 1 différent de moins 1. Mais x carré égale à 1 et aussi y au carré égale à moins 1 au carré, ça fait 1 aussi. Donc, bien que x et y sont différents, leurs images sont égaux. Donc, ceci implique que la fonction f n'est pas injective. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir deux éléments de l'ensemble de départ qui sont différents, par exemple 1 et moins 1, mais leurs images coïncident. Donc, dans ce cas, on dit que f n'est pas injective. Je donne un autre exemple. Si je considère cette fois qui est associée à chaque x plus 1, est-ce que cette fonction est injective? C'est-à-dire, si x différent de y, est-ce que ceci implique que f de x, l'image de x, est différent de l'image de y? Alors, voilà, je commence toujours, je suppose que j'ai deux points, x différent de y. Alors, certainement, si on a deux réels différents, j'ajoute un de deux côtés, on va trouver deux valeurs différentes. Donc oui, si x différent de y, f de x différent de f de y, et dans ce cas, je dis que f est injective.
Donc, je donne un autre exemple, mais pas cette fois sur l'ensemble des réels. Je considère l'application qui associe, donc, sur la classe de première année, licence en technologie d'information, votre classe, et à valeur dans l'ensemble des lettres alphabétiques. Et donc, la fonction qui associe à chaque étudiant la première lettre de son prénom. Et je pose la question, est-ce que cette fonction est injective? C'est-à-dire, si je considère deux éléments de l'ensemble de départ, si je considère deux éléments de l'ensemble de départ, voilà, deux étudiants dans cette classe, leurs images sont forcément différentes. Je peux remarquer ici ce que je peux considérer par exemple Abdelkarim. F de Abdelkarim, c'est A. Et F de Abdelraouf, l'image de Abdelraouf, encore c'est A. Donc Abdelkarim est différent de Abdelraouf. Ils sont différents, mais leur image coïncide. Donc cette application n'est pas injective. L'application injective lorsque si les deux éléments sont différents, leur image doit être différente. C'est pas le cas pour cette fonction f. Un autre exemple, je considère f défini sur l'ensemble de tous les citoyens, comme rien disons, à valeur d'un n, qui associe à chaque citoyen numéro de sa carte d'identité nationale. Alors, que pensez-vous de cette application? La fonction qui associe à chaque citoyen le numéro de sa carte d'identité nationale. Alors, si je considère deux citoyens différents, est-ce que ceci implique que le numéro, donc citoyen 1, citoyen 2, je suppose que les deux citoyens sont différents. Donc, est-ce que ceci implique que le numéro de la carte d'identité de premier citoyen différent de numéro de carte d'identité de deuxième citoyen? Oui, bien évidemment. On ne peut pas avoir deux citoyens qui possèdent le même numéro de carte d'identité. Et donc, dès que le citoyen 1 différent de citoyen 2, on peut dire que les deux numéros sont différents. Et donc, pour cette fonction, oui, cette fonction est injective. Donc, j'espère que maintenant c'est clair. Qu'est-ce qu'une fonction injective? Si on a deux éléments de l'ensemble de départ différents, alors leur image doit être différente. Donc, la fonction qui associe, par exemple, à chaque x à la puissance 4, que pensez-vous? F est-elle injective? Donc, c'est-à-dire, si x différent de y, est-ce que ceci implique que x4 différent de y4? Parce que l'image de x, c'est x à la puissance 4 et l'image de y, c'est y à la puissance 4. Si je considère x différent de y, est-ce que ceci implique que x à la puissance 4 différent de y à la puissance 4? Donc ici, on peut voir que par exemple, encore, je considère x égale à 1 et y égale à moins 1. Ils sont différents, mais x à la puissance 4 égale à 1 et même y à la puissance 4 égale à 1. Donc x différent de y, mais leur image coïncide. Donc c'est quoi la conclusion? F, cette fonction n'est pas injective. Voilà donc la définition de l'injectivité. J'espère maintenant que c'est clair. Donc j'ai réécrit la définition. Définition, une fonction f définie d'un ensemble de départ E vers un ensemble d'arrivée f est dite injective si quoi? Si on a l'implication suivante. Quel que soit les deux éléments de l'ensemble de départ,
Si x différent de y, ceci implique que f de x différent de f de y. Ou encore, je peux écrire cette assertion autrement, par contraposé, quel que soit x, y dans E, si on a f de x égale f de y, si on a deux éléments tels que leur image coïncide, alors nécessairement x égale à y. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si l'image de x égale l'image de y, alors x est égal à y. Il s'agit bien du même élément. Prenons cet exemple cette fois. Je considère la fonction qui associe à chaque x carré. Donc, c'est la même expression, mais cette fois de R plus dans R. Donc, je vois cette fonction. Donc, l'ensemble de départ, c'est R plus. Cette fonction ne prend que les réels à valeur positive. Et F donne le carré de ce X. Donc, ici, je peux pas parler, par exemple, de F-1. F-1 n'est pas de l'ensemble de départ. Donc, je peux pas parler de F de moins 1. Ma fonction F ne prend que les réels positifs. Et je pose la question, maintenant j'ai changé quoi? J'ai changé l'ensemble de départ. Cette fois, est-ce que ma fonction f est injective? Donc, j'ai changé f. J'ai changé finalement l'ensemble des départs et donc j'ai changé la fonction f. Est-ce que cette fonction maintenant est injective? Injective, c'est-à-dire quoi? Donc, on a dit, si je considère deux réels x, y dans l'ensemble de départ, c'est-à-dire dans R+, donc x et y cette fois sont positives. Si x différent de y, est-ce que ceci implique cette fois que x carré différent de y carré? Cette fois, oui. Pourquoi? Parce que si x carré égale à y carré, donc je peux passer à la racine carrée. Ça implique la racine de x carré égale la racine de y carré. Mais comme x est positif, j'ai choisi x dans R+, donc la racine de x carré égale à x. Même chose, j'ai choisi y positif, donc la racine de y carré égale à y. Et donc, vous voyez, je peux démontrer que si f de x égale à f de y, alors ceci implique que x égale à y. Dès que l'image de x coïncide avec l'image de y, alors je peux dire que c'est le même élément. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir dans cet exemple x égale à moins 1 et y égale à 1. Pas considérer cet exemple. Pourquoi? Parce qu'on a dit je ne peux pas parler de f de moins 1. Cette fois, ma fonction est définie que sur les réels positifs. Donc, lorsque j'ai changé l'ensemble de départ, j'ai travaillé avec les réels positifs, j'ai trouvé que cette fonction maintenant est comment? Elle est injective. Alors, résumons ça sur un graphe. Voilà la courbe de la fonction qui est associée à chaque x carré. Et ici, j'ai pris la fonction f de R vers R. Donc, la fonction prend toutes les valeurs réelles. Donc, f de 0 ici, c'est 0, vous voyez. F de 1, c'est 1. F de 2 égale à 4. F de moins 1, ça c'est l'axe des x, bien sûr. Ça c'est l'axe des x. F de moins 1 égale à 1. F de moins 2, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4, ainsi de suite. Donc voilà la courbe de la fonction f pour n'importe quel réel x. Donc on peut voir même d'après la courbe que ici, par exemple, si je considère la valeur 3, donc je peux voir deux antécédents. C'est-à-dire quoi? Je peux voir ça, c'est un x et ceci y sont différents, mais leur image coïncide. Voilà, f de y égale à 3 et f de x aussi égale à 3, mais bien que x différent de y. Donc, je peux voir ici, d'après le graphe, qu'on a un réel x différent d'un réel y et leur image coïncide, en même image. Je peux donner encore un autre exemple. Ici, par exemple, moins 1 et 1 sont différents, c'est clair. Moins 1 et 1 sont différents. Mais cherchons l'image de moins 1. Voilà l'image de moins 1, ça c'est 1. Et l'image de 1,
Voilà l'image de 1. Encore, c'est 1. Donc, on peut voir que moins 1 et 1 sont différents. Ils possèdent même image. Encore, je peux voir ici, 6 possède combien d'antécédents? Il possède deux antécédents différents. Donc, on peut voir que cette fonction n'est pas une fonction injective sur R, de R vers R. Si maintenant je me restreins, donc je considère la même fonction toujours qui est ceci, à x carré, mais je me restreins sur R+, c'est-à-dire l'ensemble de départ, c'est pas toute la droite réelle, mais c'est l'ensemble des réels positifs. Voilà, donc je me restreins, le domaine ici de départ, l'ensemble de départ, c'est uniquement les réels positifs. Ça, c'est l'axe x. Donc, x ne prend que des valeurs positives. Alors, voilà la fonction, la courbe de la fonction f de x égale à x carré. Ça, c'est la courbe de ma fonction f avec f associée à chaque réel x carré. Donc, comme vous pouvez voir, f de 0 égale 0, f de 1 c'est 1, f de 2 égale à 4, ainsi de suite. Est-ce que la fonction maintenant est injective? Est-ce que cette fonction est injective? Est-il possible, autrement dit, de trouver un x différent de y, donc 2x dans l'ensemble des départs, bien sûr, x différent de y et qui possède la même image? Bon, ça c'est f de x, voilà, ça c'est f de y, sont différents. Est-il possible d'avoir deux réels positifs différents qui possèdent la même image? Regardez, par exemple, si je considère 4. Bon, ici, f égale à 4. F de quoi égale à 4? Combien d'antécédents pour 4? Ici, je vois que 2. Est-ce qu'il y en a un autre antécédent pour 4? Dans l'exemple, lorsque je considérais cette fonction de R définie sur tout R, ici, définie sur tout R, je peux trouver deux antécédents pour 4. Regardez, 4 possède deux antécédents, moins 2 et 2. F de moins 2 égale 4, f de 2 égale à 4. Mais comme j'ai pris maintenant la fonction f de R+, donc les valeurs prises par f, voilà, regardez, f de x ne prend que de valeurs positives, alors maintenant, il y en a un seul antécédent pour 4 qui est égal à 2. Donc, on peut voir ici, si x différent de y, l'image de x, ceci implique directement que l'image de x différent de l'image de y. Et donc, je peux dire, lorsque j'ai considéré l'ensemble de départ R plus uniquement, ce n'est pas tout l'espace R, donc je trouvais une fonction injective. Alors, passons à un autre exemple. Voilà cette fonction. Bon, je te rappelle que cette courbe est la courbe de la fonction sinus. C'est sinus x, la courbe de la fonction sinus. Et je pose la question, ici j'ai considéré la fonction sinus définie de R vers R. Donc, la fonction sinus prend n'importe ici, x varie de, voilà, ça c'est l'axe des x. On peut parler de sinus 0, sinus 1, sinus 2, sinus 3, sinus 1 demi, sinus 3 demi, ainsi de suite. Donc, défini sur l'espace des réels à valeur dans R. Est-ce que la fonction sinus est injective? Est-elle injective? C'est-à-dire, si x différent de y, est-il possible d'avoir deux éléments dans R différents et f de x égale f de y? Ici, même à partir de la courbe, on peut remarquer, par exemple, f de 0 égale à 0 d'après la courbe, f de 0 égale à 0, c'est-à-dire sinus au point 0 égale à 0 d'après la courbe. Et sinus de 3,14, regardez, 3,14 qui est pi. Sinus pi, voilà, sinus pi, ça c'est 3,14, donc c'est à peu près pi. À quoi est égal? C'est encore 0. Or, pi, différent de 0. Donc, pi différent de 0, mais on n'a pas trouvé cette implication. Sinus pi, c'est pas différent de sinus de 0. Elle coïncide. Et donc, encore, je peux voir ici 1 possède combien d'antécédents 1? Je peux voir ici l'image de, ça c'est à peu près pi sur 2. Donc, l'image de pi sur 2 égale à 1. Aussi ce point,
son image est égale à 1. Aussi pour ce point, son image est égale à 1. Donc, bien que ce point-là et celui-là sont différents. Donc, je peux considérer ça, c'est x, y, x différent de y, mais f de x égale f de y pour ces deux exemples. Et donc, la fonction sinus n'est pas injective lorsque j'ai considéré sinus défini de l'ensemble de départ, R vers R. Peut-être si je change maintenant ma question, si je change l'ensemble de départ, est-ce que je peux avoir une fonction injective? Donc, encore la fonction cosinus, est-elle injective? Juste un dernier exemple. Cette courbe, c'est la courbe de la fonction cosinus, cette fois. Vous pouvez remarquer que la valeur en 0, cosinus de 0 égale à combien? Cosinus de 0 est égal à 1. Ici, la cosinus, j'ai pris la fonction cosinus définie de R vers R. Donc, je peux parler de cosinus 0, cosinus 1, cosinus 2, cosinus 3, cosinus 3,14 qui est pi, là. Voilà, cosinus n'importe quel réel, cosinus moins 1, moins 2, moins 3,14 qui est moins pi, là. Ainsi de suite. Est-ce que la fonction cosinus définie de R vers R est une fonction injective? Non encore. Pourquoi? Parce que je peux trouver ici cosinus de 0 est égal à 1. Et cosinus de 2pi, donc n'oubliez pas pi égale 3,14, donc 2pi, ça vaut à peu près 6,20. Voilà, ça c'est 2pi. Donc cosinus 0 c'est 1. Cosinus de pi encore c'est égal à 1. Donc 0 et 2pi sont deux valeurs différentes. 0 c'est 0 et 2pi ça fait 6, donc sont différents. Mais leur image, cosinus de 0 est égal à 1, cosinus de 2pi est égal à 1. Donc, cosinus de 0 égale à cosinus de 2pi et 0 différent de 2pi. Donc, on a trouvé x différent de y, mais ça n'a pas impliqué cosinus x différent de cosinus de y. Et donc, lorsque j'ai pris cosinus de r vers r, je n'ai pas trouvé une fonction injective. Regardez cette fonction maintenant. Que pensez-vous de cette fonction? Bon, c'est la fonction ici ln, logarithme népérien. Je vais vous parler de cette fonction après. Mais juste pour le moment, le domaine de définition, vous pouvez voir ici cette fonction ln. Elle est définie de r plus étoile. Elle ne prend que de valeurs strictement positives. Je ne peux pas parler de ln de 0 ou bien ln de moins 1 ou bien ln de moins 2. Elle ne prend que de valeurs strictement positives. Et si maintenant, d'après le graphe, si x différent de y, si je considère deux réels différents, est-il possible d'avoir la même image? Non, ici, ça, c'est voilà son image et ceci, voilà son image. Donc, sont différents. Vous pouvez regarder, vous pouvez observer cette courbe. Dès que, donc, n'importe que deux réels différents, leurs images sont différentes. Et donc, je peux dire que oui, cette fonction ln est injective. Bien sûr, la fonction ln, elle est définie sur R plus étoile. Voilà, alors pour l'injectivité, j'ai donné la définition, donc je peux ici écrire la définition. F est injectif, c'est quoi? Quel que soit x, y dans l'ensemble de départ, tout dépend de l'ensemble de départ qu'on va considérer. Si x différent de y, alors nécessairement, ceci implique que l'image de x différent de l'image de y. Si on a toujours cette implication, on dit que f est injective. Si on n'a pas toujours cette implication, on dit que f n'est pas injective. Je passe maintenant à la définition de la surjectivité. Qu'est-ce qu'une fonction surjective? Alors, la définition d'une fonction surjective, on dit que f est surjective, c'est quoi? Si maintenant, quel que soit un y dans l'ensemble d'arrivée cette fois, dans l'ensemble f, l'ensemble d'arrivée, quel que soit y dans f, je peux trouver un antécédent, un élément dans E tel que f de x égale à y. Je considère n'importe quel élément de f, je peux le trouver un antécédent. Je peux donner un exemple simple pour mieux voir les choses. Si je considère toujours l'application, par exemple, définie sur l'ensemble des étudiants de licence en technologie de l'information, qui associe à chaque étudiant la première lettre de son prénom. Donc ici,
la fonction associée à chaque étudiant la première lettre de son prénom. Et donc, quand je peux dire que f est surjective, si je considère n'importe quel élément de l'ensemble d'arrivée, par exemple A, je dois trouver un antécédent pour A, je dois trouver un étudiant tel que la première lettre de son prénom est égale à A. Et encore, je dois trouver pour B un étudiant tel que la première lettre de son prénom est égale à B. Et je dois trouver un étudiant tel que la première lettre de son prénom est égale à C. Et ainsi de suite. Donc, pour que la fonction soit surjective, il faut que n'importe quel élément de l'ensemble d'arrivée possède un antécédent. N'importe quelle lettre ici doit avoir un antécédent. Un antécédent ici, c'est quoi? C'est un étudiant dont la première lettre de son prénom est égale est donné par cette lettre-là. Bien sûr, ici, je sais très bien que le nombre d'étudiants dans cette classe, c'est strictement inférieur à 26. Hein, je pense que ça ne dépasse pas peut-être 10 étudiants. Et donc, certainement, je peux trouver ici une lettre, par exemple, je suppose Y ou bien W, qui ne possède pas un antécédent. Par exemple, je n'ai pas vu, par exemple, un étudiant qui son prénom commence par, je ne sais pas, par exemple, par J peut-être. Donc, peut-être je ne peux pas trouver un étudiant dans cette classe dont sa première lettre, la première lettre de son prénom égale à J. Donc, s'il n'existe pas un tel étudiant, s'il n'y a pas un étudiant dont la première lettre de son prénom égale à J, je peux dire que cette fonction n'est pas surjective. Donc, encore, qu'est-ce qu'une fonction surjective? On a dit, on a un ensemble de départ E, un ensemble d'arrivée F. Donc, il faut que tout élément de l'ensemble d'arrivée, je dois trouver un antécédent, un élément dans E tel que F de X égale à Y. Bon, si je considère encore la fonction F de R vers R qui est associée à chaque X au carré. Et je pose maintenant la question, est-ce que F est surjective? F est-elle surjective? C'est-à-dire quoi? Si je considère n'importe quel élément dans l'ensemble d'arrivée qui est R ici, je peux trouver un antécédent, c'est-à-dire je peux trouver un X dans R, dans l'ensemble de départ, tel que F de X égale à Y. Ici, l'écriture F de X égale à Y, c'est-à-dire X est un antécédent de Y. Ou encore, je dis que Y est l'image de X par F. Y est l'image, X est l'antécédent. Donc, est-ce que F est surjective? Si je considère n'importe quel élément de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire n'importe quel réel, je peux trouver un antécédent pour Y. Donc, ici, je peux considérer par exemple Y égale à moins 1. Moins 1, il est dans l'ensemble d'arrivée, il est dans R. Est-ce que vous pouvez trouver un X? Existe-t-il? Maintenant, c'est une question. Un X dans l'ensemble de départ, dans R, tel que F de X égale à moins 1. Est-ce que ceci est possible? Est-ce que vous pouvez trouver un antécédent, un réel, tel que F de X égale à moins 1? N'oubliez pas que notre F de X est égal à X carré. Est-il possible de trouver un réel tel que X carré égale à moins 1? Non, c'est impossible. Vous savez que ça, c'est imaginaire, F de X, ou bien X carré égale à moins 1. Il n'y a aucun réel qui vérifie ça. Donc, existe-t-il un réel X qui vérifie ça? Non. Donc, est-ce que la fonction f est surjective? Est-ce que cette fonction de R vers R qui est associée à chaque X carré, est une fonction surjective? La question, non. La réponse, pardon, non. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des éléments dans R qui ne possèdent pas des antécédents. On peut avoir des éléments dans l'ensemble
d'arrivée qui ne possède pas des antécédents et donc cette fonction n'est pas surjective. Voilà, on peut illustrer même la notion de surjectivité sur les graphes. Cette fonction, c'est toujours la courbe de la fonction de R vers R qui est associée à chaque x carré. Donc ici, j'ai considéré l'ensemble de départ R, l'ensemble d'arrivée, c'est R encore. L'expression f associée à chaque x carré. Et on pose la question, f est-elle surjective? Surjective, c'est-à-dire quoi? Tout élément de l'espace d'arrivée, tout élément de l'ensemble R possède au moins un antécédent. Alors, pour voir si cette fonction f est surjective ou pas, je considère par exemple x égale, ou bien y égale 3. Voilà, y égale à 3, c'est-à-dire, voilà, 3, un élément de l'ensemble d'arrivée. Y, un élément de l'ensemble d'arrivée. Et je pose la question, est-ce qu'il existe un antécédent pour 3? Oui, je peux voir ici qu'il y a deux antécédents pour 3. Voilà un premier antécédent et voilà un deuxième. Donc, pour y égale à 3, oui, la propriété est satisfaite. Il existe un antécédent pour 3. Il existe un x. Il y en a ici 2x dans notre cas. Dans R, l'ensemble de départ, tel que x au carré égale à 3. C'est-à-dire f de x égale à 3. On peut même déterminer quels sont les antécédents. Ce sont racine de 3. Voilà, ça, c'est racine de 3. Et moins racine de 3. Voilà, ça, c'est moins racine de 3. Sont deux antécédents de 3. Racine de 3 au carré égale 3 et moins racine de 3 au carré égale à 3. Maintenant, si je considère y, donc ça, pour y égale à 3, c'est bon. On a bien compris qu'il possède au moins un antécédent ici, il possède deux antécédents. Je considère maintenant notre exemple. Je considère y égale à moins 1. Et je pose la question, existe-t-il, voilà, c'est une question, existe-t-il un antécédent x dans l'ensemble de départ, c'est-à-dire dans R, tel que f de x égale à moins 1? Existe-t-il un antécédent tel que f de x égale à moins 1? Voilà, ça c'est moins 1. Est-ce que vous voyez un antécédent, d'après le graphe toujours, un antécédent pour moins 1? Donc, on peut voir, d'après le graphe, qu'il n'y a aucun x tel que f de x égale à moins 1. Même chose pour moins 2. Il n'y a pas d'antécédent pour moins 2 ou bien moins 3. Donc, pour n'importe quelle valeur négative, ici, dans R-, il n'y a pas un antécédent pour y. Donc, cette fonction, si je considère la fonction de R vers R qui est associée à chaque x carré, cette fonction n'est pas surjective. Pourquoi? Parce que je peux avoir des réels, qui sont des réels négatifs, qui ne possèdent pas des antécédents. Même si je considère cette fonction, on a dit cette fonction, elle est injective. La fonction maintenant de R plus vers R. Cette fonction de R plus vers R, qui est associée à chaque x carré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé juste l'ensemble de départ. Maintenant, sera-t-elle une fonction surjective? Bon, ici, le même problème se pose. Toujours, on s'intéresse à l'ensemble d'arrivée pour la surjectivité. Donc, la surjectivité, c'est la propriété suivante. Pour tout élément de l'espace d'arrivée, on peut trouver un antécédent. Donc, toujours, on va considérer un y dans l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire dans R. Et on va chercher l'existence d'un x dans R+, cette fois l'ensemble de départ, tel que f de x égale à y. Même ici, moins 1, c'est toujours dans R, donc dans l'ensemble d'arrivée. Et moins 1, toujours, ne possède pas un antécédent par cette application. Donc ici, cette application aussi n'est pas surjective. Alors, si je considère encore la même expression, f de x égale à x carré, mais cette fois, je change l'espace d'arrivée. C'est-à-dire, je considère f de R plus vers R+. Donc, j'ai fait quoi? J'ai changé l'ensemble d'arrivée. Je m'intéresse je considère l'ensemble d'arrivée, c'est R+, l'ensemble des réels positifs, qui associe toujours à chaque réel x au carré. Et maintenant, est-ce que cette fonction est surjective? Donc, on pose la question. Si je considère un y dans l'ensemble d'arrivée, et maintenant l'ensemble d'arrivée, c'est R+, c'est-à-dire l'ensemble des réels positifs, donc y est certainement positif. Si je considère maintenant y positif, c'est-à-dire de 0 jusqu'à plus l'infini, voilà l'ensemble d'arrivée,
Maintenant, ça, c'est l'ensemble d'arrivées, de 0 jusqu'à l'infini uniquement. Existe-t-il un antécédent? Oui, cette fois, existe-t-il un x dans R tel que f de x égale à y? Oui, d'après le graphe, si je m'intéresse aux valeurs ici de 0 jusqu'à l'infini, pour chaque y, je peux voir, pour chaque y, voilà un y, je peux avoir un antécédent. Voilà un autre y, il y en a toujours un antécédent. Y égale à 5, il y en a un antécédent. Et donc, vous pouvez voir, si je considère l'ensemble d'arrivées de 0 jusqu'à plus l'infini, R plus, cette fonction sera surjective. Revenons alors aux fonctions trigonométriques. Voilà par exemple la courbe de la fonction sinus toujours. Ici, si je considère sinus, je dois préciser sur quel espace. Donc, si je travaille de l'ensemble sur l'espace R, donc l'espace de départ, c'est tout R, tout X dans R. Voilà, c'est l'axe des X, de l'ensemble de départ. Un valeur dans R. Donc, c'est quoi l'espace d'arrivée que j'ai considéré? Voilà, c'est tout R encore. Voilà, tout R. Ça, c'est l'axe des f de x. Donc, l'espace de départ, c'est R. L'espace d'arrivée, c'est R. La fonction, donc l'expression, c'est quoi? La fonction qui est associée à chaque réel x, sinus x. Et on a bien compris comment déterminer sinus d'un réel x ou bien sinus d'un arc x. Et donc, est-ce que la fonction maintenant sinus de R vers R est une application surjective? Est-elle surjective? C'est ça la question. Donc, on a dit surjective, c'est-à-dire tout élément de l'espace d'arrivée possède au moins un antécédent. Donc, voilà un élément de l'espace d'arrivée. Est-ce qu'il possède un antécédent? Oui, je peux trouver un antécédent, mais encore, voilà, plusieurs antécédents. Ça, c'est un antécédent. Ça, c'est encore un antécédent. Voilà, un autre antécédent. Et vous voyez donc, pour cette valeur de l'ensemble d'arrivées, je peux trouver un antécédent. Encore, je considère une autre valeur. Est-ce que cette valeur possède un antécédent? Oui, voilà, je peux trouver même plusieurs antécédents. Donc ça, si je considère, vous pouvez remarquer que si je considère une valeur entre moins 1 et 1, je peux toujours trouver des antécédents par la fonction sinus. Mais maintenant, considérons une valeur, par exemple cette valeur, voilà. Voilà celle-là, 3 par exemple. Est-ce que vous pouvez voir un antécédent pour 3 par la fonction sinus, bien sûr? Est-ce que vous pouvez voir un antécédent, un réel x, tel que f de x ou bien sinus x égale à 3? Bon, d'après le graphe, ça, c'est impossible. On sait que les valeurs de sinus toujours sont prises entre moins 1 et 1. Donc, la fonction sinus, toujours, sa valeur est entre moins 1 et 1. Donc, si je considère 3, c'est un réel. Est-ce que je peux trouver un antécédent pour 3? Existe-t-il la question un x dans R tel que f de x ou bien sinus x égale à 3? Non, c'est impossible. Donc, cette fonction sinus de R vers R qui est associée à chaque x sinus x n'est pas une fonction surjective. Pour avoir maintenant une fonction surjective, il faut que je change l'espace d'arrivée. Je ne dois pas considérer l'espace d'arrivée R. Donc, qu'est-ce qu'il faut considérer comme espace d'arrivée? Voilà encore la courbe de la fonction sinus. C'est toujours la fonction sinus. Mais cette fois, je considère la fonction sinus de R bien de R vers l'intervalle moins 1, 1. Donc, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé l'ensemble d'arrivées. Je considère l'ensemble d'arrivées, pas tout R, mais l'intervalle moins 1, 1. Voilà l'ensemble d'arrivées. Et l'ensemble de départ, c'est tout R. Voilà l'ensemble de départ. Donc ça, c'est x. X varie dans toute la droite réelle. Et moins 1, 1, c'est l'espace d'arrivée. C'est-à-dire f de x varie entre moins 1 et 1. Que pensez-vous maintenant de cette fonction? Est-elle une fonction surjective? Cette fois, c'est une fonction surjective. Pourquoi? Parce que si je considère n'importe quel élément dans l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire dans moins 1, 1, c'est-à-dire y, je vais le considérer ici entre moins 1 et 1, évidemment, je peux trouver au moins un antécédent dans R tel que sinus x égale à y. Voilà, je peux trouver pour n'importe quel y entre moins 1 et 1 un antécédent. Ici, on peut voir même plusieurs
antécédent. Donc, lorsque j'ai changé l'ensemble d'arrivée, moins 1, j'ai trouvé une fonction surjective. Même chose pour la fonction cosinus. Regardez, ici, c'est la courbe de la fonction, cette fois, cosinus x. Ça, c'est la fonction cosinus. Alors, si je considère cosinus comme une fonction de quoi? De R vers R, qui est associée à chaque arc x ou bien chaque réel x cosinus x. Est-elle une fonction surjective? Donc ça, c'est x. Et R, tout ça, c'est l'axe de f de x, l'ensemble d'arrivées. Est-ce que cette fonction est surjective? C'est-à-dire, est-ce que pour n'importe quelle valeur de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire ici, je considère y ici, ou bien là, je peux toujours trouver un antécédent. Non, bien sûr. Par exemple, pour cet y-là, regardez, pour ce y, je peux voir un antécédent pour ce point. On ne peut pas voir un x tel que cosinus x égale à ce y. Pourquoi? Parce que cosinus ne dépasse pas moins 1 et 1. Donc, toujours cosinus entre moins 1 et 1. Si je change maintenant, voilà, la même fonction, toujours la fonction cosinus, mais je change l'ensemble d'arrivées, je vois que les valeurs entre moins 1 et 1, donc l'espace d'arrivée, c'est l'espace des réels entre moins 1 et 1, mais toujours la fonction cosinus. Alors, est-ce que je peux dire maintenant, voilà, j'ai changé l'ensemble f, l'ensemble d'arrivées. Est-ce que je peux dire maintenant que la fonction cosinus est cette fois surjective? Oui, maintenant. Pourquoi? Si je considère n'importe quel y, voilà, maintenant, l'ensemble d'arrivées, c'est moins 1, uniquement moins 1. Je peux dire maintenant pour n'importe quel point ici entre moins 1 et 1, oui, n'importe quel point possède un antécédent en moins. Donc, si je considère ce y-là, voilà, je peux trouver un antécédent, un deuxième antécédent, je peux voir un troisième, un quatrième et ensuite. Bon, il suffit d'avoir un antécédent pour dire que la fonction est surjective. Donc, la fonction cosinus de r vers moins 1, 1, oui, cette fois est surjective. D'accord? Donc, je résume. Une fonction f est dite f d'un ensemble de départ E vers un ensemble d'arrivée f est dite injective si quoi? Pour l'injectivité, je considère deux éléments. Deux éléments de quoi? Voilà, je note par exemple x1, x2 dans l'ensemble de départ, c'est-à-dire dans E. Pour que la fonction soit injective, il faut que si x1 est différent de x2, alors automatiquement leurs images sont différentes. Si x1 est différent de x2, l'image de x1 est différente de l'image de x2. Ça, c'est la définition de l'injectivité. Pour maintenant, la surjectivité. Je dis que la fonction f est surjective, c'est quoi? Maintenant, je m'intéresse aux éléments de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire quel que soit y dans l'espace d'arrivée, f. Qu'est-ce qu'il va passer? Je peux trouver au moins un antécédent. Il existe un x dans l'espace de départ, tel que f de x égale à y. Donc, l'injectivité, pour l'injectivité, je dois considérer deux éléments de l'espace de départ. S'ils sont différents, alors leurs images sont différentes. Pour la surjectivité, je considère un élément de l'espace d'arrivée et je dois trouver un antécédent pour cet élément. Qu'est-ce qu'une fonction bijective maintenant? La définition d'une fonction bijective. Donc, toujours, je considère une fonction, toujours, n'oubliez pas, donc je donne un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Alors, je dis que f est bijective si quoi? Si f est à la fois injective et surjective. J'explique encore, c'est-à-dire quoi f injective et surjective? C'est-à-dire, donc je commence par la surjectivité. Quel que soit y dans l'espace d'arrivée, il existe un élément de l'espace de départ tel que f de x égale à y. Et il faut, pour que la fonction maintenant soit injective, il faut que cet élément soit unique. Donc voilà la bijectivité de f.
Tout élément de l'espace d'arrivée possède un élément et un seul. Dans ce cas, je dis que la fonction f est bijective. Par exemple, si je considère la fonction de R plus vers R plus, qui est associée à chaque x carré. Donc, toujours, c'est la fonction f de x égale à x carré, mais j'ai pris l'ensemble de départ, c'est R plus, l'ensemble d'arrivée, R plus. Donc, ici, je veux considérer l'autre graphe. Voilà, l'ensemble de départ, c'est R plus. Donc, le x ne prend que de valeurs positives. Ça, c'est l'axe des x. Et aussi, voilà, F, donc l'espace de départ, c'est R+. Et aussi, je considérais l'espace d'arrivée, c'est R+. Donc, voilà mon espace d'arrivée. Je m'intéresse aux valeurs, voilà. La fonction qui est associée à chaque x carré. Maintenant, regardez. Tout élément de l'espace d'arrivée possède, par exemple, cet élément, ça c'est y, possède un et un seul antécédent. Voilà, un seul antécédent. On ne peut pas avoir un autre antécédent. Je considère un autre y. Voilà, un autre y possède un seul antécédent. Même chose pour 9, possède un seul antécédent qui est 3. Donc, cette fonction, maintenant, c'est une fonction bijective. Tout élément de l'espace d'arrivée, cet espace d'arrivée, possède un et un seul élément de l'espace de départ. Alors, dans la pratique, comment savoir qu'une fonction f est bijective? On a un théorème qu'on peut l'appliquer. Voilà un théorème qui dit la chose suivante. Si on a une fonction f de e vers f qui est associée à chaque x, f de x, si f est continu et monotone, strictement monotone, alors f est bijective. Donc, si elle est continue, c'est-à-dire quoi continue? C'est-à-dire le graphe de la fonction est continu. Il n'y a pas ici une telle rupture. Il n'y a pas une telle rupture. Donc, le graphe de la fonction est toujours continu. Continu est strictement monotone, c'est-à-dire quoi strictement monotone? C'est-à-dire soit elle est toujours croissante ou elle est toujours décroissante. On ne peut pas voir une fonction de type croix et puis elle décroît, donc elle change de monotonie. Donc, si on a une fonction qui est continue et strictement monotone, donc la fonction f définit une bijection. La fonction f définit une bijection. Donc, on peut dire alors que la fonction f définit une bijection de E vers f de E, c'est-à-dire l'image de E par l'application f. Je reviens maintenant à étudier la bijectivité des fonctions trigonométriques, toujours la fonction cosinus et la fonction sinus. Donc voilà pour la fonction cosinus par exemple. Voilà la courbe de la fonction cosinus, mais cette fois, je dois me restreindre sur quoi? Je considère la fonction cosinus uniquement sur un intervalle à préciser ici. Bon, je dois préciser l'intervalle vers moins 1. Pourquoi j'ai pris moins 1? Parce que je sais très bien que les valeurs de la fonction cosinus sont toujours entre moins 1 et 1. Donc, j'ai fixé déjà l'ensemble d'arrivées, moins 1 et 1. Et donc, pour avoir une fonction bijective, je dois travailler sur un intervalle sur lequel la fonction cosinus soit continue et strictement monotone. Voilà sur quel intervalle je peux travailler. Par exemple, je considère l'ensemble de départ, c'est 0 jusqu'à pi. De 0 jusqu'à pi. Pi, c'est toujours à peu près 3,14. Donc, de 0 jusqu'à pi. Ça, c'est pour l'axe des x, bien sûr. Ça, c'est x. Donc, mon intervalle ici de départ, c'est 0 jusqu'à pi. À valeur dans moins 1. Voilà la fonction cosinus. Maintenant, regardez, la fonction cosinus sur cet intervalle, si x varie entre 0 et pi, la fonction commence à monotonie.
pour remarquer qu'elle est strictement décroissante sur cet intervalle. Voilà, elle décroît. Et donc, elle est strictement monotone sur l'intervalle 0pi. Encore, elle est continue, donc la fonction cosinus continue, strictement monotone dans ce cas. Et de plus, l'image de l'intervalle 0pi, c'est quoi? L'image de chaque élément entre 0 et pi, c'est l'intervalle moins 1. Donc, la fonction cosinus de 0pi, la restriction de cosinus uniquement sur 0pi, l'ensemble de départ c'est 0pi, à valeur dans moins 1, qui est associée à chaque arc cosinus x, c'est une fonction bijective. Même chose pour la fonction sinus. Maintenant, cette fois, c'est la courbe de la fonction sinus. Je vais essayer de travailler sur un intervalle sur lequel la fonction sinus soit strictement monotone. Donc ici, on peut travailler sur cet intervalle. Je peux voir que sur cet intervalle, la fonction est comment? Elle est strictement croissante. Voilà, elle croît, elle augmente. Donc c'est quoi cet intervalle? C'est moins pi sur 2, pi sur 2. Sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, x entre moins pi sur 2, pi sur 2, voilà, x entre moins pi sur 2, pi sur 2. La fonction sinus est croissante, strictement monotone, donc, et continue. Donc, elle réalise une bijection. Réalise une bijection. Bijection entre quoi et quoi? On a dit de moins pi sur 2, pi sur 2. Les valeurs prises par cette fonction sont quoi? Je peux voir ici, de moins pi sur 2, pi sur 2. Les valeurs sont, voilà la courbe. Donc, les valeurs sont, voilà, de moins 1 jusqu'à 1. La fonction prend des valeurs de moins pi sur 2, pi sur 2 vers moins 1. Donc, la fonction sinus définie sur moins pi sur 2, pi sur 2 à valeur de moins 1 est une application bijective cette fois. Ainsi, on peut résumer, on a dit, donc les deux fonctions cosinus et sinus réalisent une bijection entre quoi et quoi? Pour la fonction cosinus, quand elle est strictement monotone, on a dit de 0 jusqu'à pi. Pourquoi? Parce que si je fais de 0 à pi, la fonction cosinus, elle décroît de 1 jusqu'à moins 1. Donc voilà, cosinus de 0 à pi, x varie entre 0 et pi, à valeur de moins 1 est une bijection, est bijective. Pour la fonction sinus, maintenant, quand elle est strictement monotone, de moins pi sur 2 vers pi sur 2. Lorsque j'augmente ici x entre moins pi sur 2, pi sur 2, la fonction sinus augmente de moins 1 vers 1. Donc, sinus de moins pi sur 2, pi sur 2 à valeur de moins 1 est une fonction bijective. Donc, c'est une bijection. Voyons alors des autres exemples, autres que les fonctions trigonométriques. Par exemple, la fonction de R étoile, R privé de 0, vers R qui est associé à chaque X, 1 sur X. Donc, je pose la question, est-elle bijective? On va dire non. Pourquoi? Donc, bijective, c'est-à-dire quel que soit l'élément de l'espace d'arrivée, je peux considérer n'importe quel réel. Donc, dans R, je dois trouver un antécédent. En particulier, si je considère Y égale à 0, qu'en pensez-vous? Oui, 0 appartient à R. Donc, existe-t-il un X dans R étoile tel que f de x égale à 0? C'est-à-dire, existe-t-il un x tel que 1 sur x égale à 0? Est-ce que vous pouvez trouver un x, un réel, non nul, tel que son inverse égale à 0? Bien sûr, ça, c'est impossible. Et donc, je ne peux pas trouver un réel x tel que son inverse égale à 0. C'est-à-dire, il n'y a pas un antécédent, on n'a pas un antécédent pour 0. Donc ça, c'est pas bijectif. Maintenant, si je considère f l'application de R étoile, dans R étoile, regardez, j'ai éliminé le 0. Maintenant, est-ce que cette fonction est bijective? Si je considère quel que soit l'élément maintenant dans R étoile, je ne peux pas prendre 0,
Est-ce qu'il existe un x? Existe-t-il un x tel que f de x égale à y? Est-ce que je peux trouver un réel x tel que f de x égale à y? C'est-à-dire f de x ici, c'est l'inverse toujours. 1 sur x égale y. Est-ce que je peux trouver 1 sur x tel que, un réel x tel que l'inverse, 1 sur x égale à y? Bien sûr, je peux choisir x égale 1 sur y. Pourquoi? Parce que voyons maintenant 1 sur y, l'inverse de y, ça fait y. Et donc, je peux considérer ça, c'est mon x. Donc, je peux choisir y égale à 1, l'inverse de 1 égale à 1. Donc, je peux dire 1 sur 1 égale à 1. Oui, j'ai trouvé un antécédent pour y. Alors, on peut dire, et maintenant, si y égale à 2, oui, je peux considérer x égale à 1 demi, parce que 1 sur 1 demi égale à 2. Donc, f de 1 demi égale à 2. Donc, voilà pour ce y, j'ai trouvé un antécédent. Encore, je peux choisir y égale à 3. Est-ce que vous pouvez déterminer un antécédent pour 3? Oui, un tiers. Pourquoi? Parce que l'inverse de 1 tiers, c'est égal à 3. Donc, je peux dire qu'un tiers, c'est l'antécédent de 3. Maintenant, est-ce que vous pouvez trouver, je choisis y égale à 1 demi. Est-ce que vous pouvez trouver un antécédent pour 1 demi? Oui, f de 2. 2, f de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Voilà, c'est y. Donc, j'ai trouvé pour y égale à 1 demi, un antécédent qui est égal à 2. Donc, on peut dire que quel que soit y dans R étoile, on peut trouver x dans R étoile, l'ensemble de départ, tel que f de x égale à y. C'est quoi ce x-là? C'est 1 sur y, tout simplement. Encore un autre exemple. Je considère la fonction f de 0, l'infini, à valeur dans 0 plus l'infini, qui associe à chaque x le carré de x. Donc, de R plus vers R plus. On a dit c'est une bijection. Pourquoi? Parce que si je considère n'importe quel réel dans l'espace d'arrivée, dans 0 plus l'infini, c'est-à-dire positif, quel que soit y, je peux trouver un x, on peut trouver x ou dans l'espace de départ, qui est encore 0 l'infini, ici dans notre cas, tel que f de x égale à y. Comment? Alors, juste f de x, c'est quoi? C'est x carré égale à y, c'est-à-dire quoi? Je passe à la racine carrée d'une part et d'autre. Et donc, la racine de x carré, comme x est positif, c'est égal à x. Donc, je peux considérer tout simplement x égale racine de y. C'est-à-dire, si par exemple y égale à 4, comment je peux choisir x pour que f de x égale à 4? Donc, cherchons l'antécédent. On a dit pour qu'elle soit bijective, il faut qu'elle possède un unique antécédent. Donc, il existe x, un unique, un seul x, tel que f de x égale à 4. Comment déterminer le x? F de x, dans notre cas, c'est x carré. X carré égale à 4, donc je peux choisir x égale à 2. N'oubliez pas que notre ensemble de départ, c'est r plus 0 l'infini. Donc, il faut que le x soit positif. Il y en a un seul. Si x carré égale à 4 et x est positif, il y en a un seul qui est x égale à 2. Donc, voilà, je peux dire que 2 est l'antécédent de 4 par cette fonction. 2, c'est l'antécédent. Pourquoi? Parce que 2 carré égale à 4. L'image de 2 égale à 4. Voilà donc pour la notion de bijectivité d'une fonction. Une fonction est bijective si tout élément de l'espace d'arrivée, on a dit, possède un et un seul antécédent de l'espace de départ. Bien sûr, géométriquement, c'est-à-dire si je considère la droite y égale à c, une constante, alors cette droite coupe le graphe en un seul point, c'est-à-dire un seul antécédent. Je passe maintenant à la notion de composition de deux fonctions. Si j'ai deux fonctions, f, une fonction définie sur un ensemble de départ, j'ai un ensemble défini sur un autre ensemble de départ, alors c'est quoi la composition f rangée? F rangée, c'est une fonction, on va voir sa définition tout de suite.
Donc, c'est quoi une fonction? F rangée, c'est quoi la définition? Je suppose que j'ai deux fonctions. Une fonction f, bon, juste pour simplifier au début, je veux considérer R, l'ensemble de départ, et R, l'ensemble d'arrivée. De f, même chose pour la fonction g, de R vers R. Donc ici, la fonction qui est associée à chaque x, f de x. Et ça, c'est la fonction qui est associée à chaque x, g de x. C'est quoi la fonction f rangée? C'est une application de R vers R qui est associée à chaque x, f appliqué à g, appliqué à x. Voyons ça sur un exemple. Par exemple, je considère la fonction f de R vers R, juste pour commencer, qui est associée à chaque x, x au carré. Et la fonction g de R vers R, qui est associée à chaque x, x plus 1. C'est quoi alors? F rangée? On a dit f rangée, c'est l'application qui est associée à chaque, donc de R vers R, qui est associée à chaque x, quoi? F appliqué à g, appliqué à x. C'est-à-dire quoi? Ici, je remplace g de x par son expression. C'est quoi g de x? G de x, par définition, c'est x plus 1. Donc, voilà, f de x plus 1. Donc, je remplaçais g de x par son expression. Maintenant, f d'un réel x, c'est le carré de ce réel. Donc, f de ce réel est égal à quoi? X plus 1 au carré. Donc, je peux dire quoi? F rangé de x, c'est quoi? C'est la fonction x plus 1 au carré, tout simplement. Je peux voir ça sur un autre exemple. Par exemple, je considère toujours f la fonction de R vers R qui est associée à chaque x, x carré. J'ai toujours la même fonction de R vers R qui est associée à chaque x, x plus 1. Et h, par exemple, une troisième fonction de R vers R qui est associée à chaque x, x moins 2, par exemple. Alors, déterminer f rang g d'un point x. C'est quoi? C'est f appliqué à g, appliqué à x. Donc, on a dit g de x, c'est x plus 1. Et maintenant, f de x plus 1, c'est x plus 1 au carré. On a bien compris ça. Maintenant, f rang h. À quoi est égal f rang h? Donc, je fais f appliqué à h de x. Et je remplace h de x par son expression. Donc, c'est x moins 2. Cette fois, f de x moins 2, mais f d'un réel, c'est le carré de ce réel. Ça fait x moins 2 au carré. Encore, je donne un autre exemple. G rang h maintenant. G rang h de x égale à quoi? G appliqué à h appliqué à x. Je remplace h de x par son expression. Donc, c'est g appliqué à x moins 2. Parce que h de x égale à x moins 2. Maintenant, g d'un réel. C'est quoi g d'un réel? C'est ce réel-là plus 1. Voilà comment je peux lire les choses. Donc, g d'un réel, c'est ce réel-là plus 1. Donc, c'est x moins 2, ce réel-là, plus 1. X moins 2 plus 1, c'est x moins 1. Donc, vous voyez l'expression f rangée, c'est x plus 1 carré. F rang h, x moins 2 au carré. G rang h égale x moins 1. Donc, à chaque fois, on retrouve une nouvelle fonction. Donc, la composée de deux fonctions, c'est une nouvelle d'une façon générale. C'est une nouvelle fonction. Voilà comment déterminer son expression à chaque fois. Il faut encore noter que l'ensemble de parts et d'arrivées pour chaque fonction est très important pour définir la fonction composée. Par exemple, si f de l'ensemble de départ de f, c'est R et l'ensemble d'arrivée, c'est R plus étoile, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Je donne juste un exemple. Voilà, par exemple, la fonction f associée à chaque réel x, x carré plus 1. Vous voyez, comme ça, à chaque réel x, on associe x carré positif plus 1. Donc, ça fait un réel strictement positif. Et j'ai la fonction définie de 0 plus l'infini à valeur dans R qui est associée à chaque x ln de x, logarithme népérien de x. Donc, ici, de quelle application composée je peux parler? Est-ce que je peux parler de f rangé? Ou bien je peux parler de g rang f, ou bien je peux parler de deux fonctions. Alors, regardez. F rangé,
d'un réel x. Il faut que ce x-là soit dans le domaine de départ de G, c'est-à-dire il faut que ce x soit dans R. Donc, il faut que le x soit dans 0 plus l'infini. Donc, ici, pour parler de g de x, il faut que le x soit dans 0 plus l'infini. Après, donc, l'application de g de x va être dans R. F de g de x maintenant. Voilà, ça c'est f de g de x. Donc, x dans 0 l'infini. Alors, g de x, c'est de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire dans R. Maintenant, f de g de x, f de R, f d'un réel, x, c'est x carré plus 1. Donc, c'est toujours R plus étoile. Donc, ici, regardez, la fonction f appliquée à g appliquée à x, associée à chaque x, l'ensemble de départ, c'est 0 l'infini. Et puis, g d'un réel dans 0 l'infini, c'est dans R. Et f d'un réel dans R, c'est un réel entre 0 l'infini. Donc, voilà l'application f rangée. L'application f rangée, l'ensemble de départ ici, c'est 0 l'infini. L'ensemble d'arrivée, c'est R plus étoile. Maintenant, étudions la composée G rang F. G rang F d'un réel X. Il faut que le X soit dans le domaine de F parce que G rang F de X, c'est G appliqué à F appliqué à X cette fois. Donc, il faut que le X cette fois soit dans le domaine de F. Alors, revoyons le domaine de F, c'est quoi? Le domaine de F, c'est l'ensemble de tous les réels. Donc, ici, pour notre exemple, G rang F, X est un réel. L'ensemble d'arrivée, c'est quoi? Alors, si X dans R, F de X est dans O, je reviens à mon exemple, ma définition de F. F d'un réel, c'est un réel strictement positif, c'est dans R plus étoile. Donc, ici, F de X est dans R plus étoile, c'est-à-dire dans 0 plus l'infini. Et si j'applique G à un réel strictement positif, regardez, si j'applique G pour un réel strictement positif, le résultat où? Il est dans R. Donc ici, le résultat est dans R. Voilà. G d'un élément, d'un réel strictement positif, il est dans R. Donc G de f de x est dans R. Et donc, vous voyez, il y a une différence même dans les ensembles de départ. Ici, f rang G, c'est une application de 0 l'infini vers 0 l'infini, et G rang f, c'est une application de R vers R. Donc, d'une façon générale, pour définir la fonction composée, si on a f de E vers F et G, donc pour définir l'application F rangée, voilà, F rangée, c'est quoi l'ensemble de départ? C'est l'ensemble de départ de G. Par exemple, je suppose que l'ensemble de départ de G, c'est H. Donc F rangée prend X, F rangée de X, il faut que le X soit dans H parce que je veux faire G de X. Donc, f rangée de x, c'est f appliqué à g, appliqué à x. Donc, il faut que ce x-là soit dans le domaine de g, soit dans l'ensemble de départ de g. Donc, voilà, f rangée, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble de g. Maintenant, g de x doit être où? Doit être dans E. Pourquoi? Pour qu'on puisse parler de f appliqué à g de x, il faut que g de x soit dans le domaine de f, c'est-à-dire soit dans E. Donc, G de H vers E. Et donc, F de G de X, F de G de X est où dans F? Donc, F rangée, la composée F rangée d'un élément X. Donc, tout d'abord, j'applique G. J'applique G à X. Elle va donner G un élément de E. Et puis, j'applique F. Donc, elle va donner un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, H dans F. Donc, la composée d'une fonction f de E vers f et d'une fonction g de f vers h, ici, est définie par g rang f. C'est une application. L'ensemble de départ, c'est celui de f, donc c'est E. Parce que f va envoyer un élément de E vers f, et puis g va envoyer l'élément de f vers h. Donc voilà, vers la fonction h, qui est associée à chaque, bien sûr, élément.
G appliqué à f appliqué à x. Maintenant, si on a une fonction f bijective, si on a f d'un ensemble de départ, voilà, bijective. Donc, je vous rappelle, bijectif, c'est-à-dire quoi si je considère, voilà, ça c'est la définition de f de x. Bijectif, c'est-à-dire quoi si je considère un élément de l'ensemble d'arrivée, y dans f, si je considère y appartient à f, je peux trouver un seul antécédent x tel que quoi? Tel que x égale ou bien f de x égale à y. Donc, pour chaque élément de f, je peux trouver un élément de e. Donc, alors, je note f moins 1, la fonction qui, de f vers e, qui associe à chaque élément de l'ensemble d'arrivée l'antécédent. C'est-à-dire quoi l'antécédent de y? C'est-à-dire, voilà, on a dit, puisqu'elle est bijective, donc il va avoir un et un seul élément, x, tel que f de x égale à y. Donc, cet antécédent x, on le note f moins 1 de y, l'antécédent de y. Juste, je vous donne un exemple. Par exemple, la fonction f de r plus vers r plus qui est associée à chaque x au carré. On a dit c'est une bijection. De r plus vers r plus, c'est une bijection. Et donc, c'est quoi la fonction f moins 1? On peut poser, c'est quoi la fonction f moins 1? C'est-à-dire, si je considère un y dans l'ensemble d'arrivée, ici l'ensemble d'arrivée c'est R+, dans R+, c'est quoi l'antécédent de Y? Cherchons X, donc on cherche X tel que X égale à quoi? L'image de X égale à Y. L'image de X égale à Y, c'est-à-dire X carré égale à Y. Et donc on peut dire que X égale racine de Y. Donc, l'antécédent d'un élément y dans R+, c'est racine de y. Et d'où je peux définir f moins 1 maintenant. L'ensemble de départ, c'est R+, tout élément de l'espace d'arrivée de f, donc, dans R+, qui associe à chaque y son antécédent, f moins 1 de y. Mais c'est quoi son antécédent? On a dit c'est racine de y. Et donc, on dit que f-1, c'est la réciproque de la fonction f. Racine de y, ou bien la fonction f-1 de y égale racine de y, c'est la réciproque de la fonction f de x égale x carré. Je donne encore un exemple. F, par exemple, de r plus vers, par exemple, 1 plus l'infini, qui est associé à chaque réel positif x carré plus 1. Voilà, cette fonction, elle est continue, elle est strictement croissante, donc elle réalise une bijection. C'est une bijection. Et on va chercher sa fonction réciproque. f-1, c'est quoi? Alors, je dis soit y dans l'espace d'arrivée, c'est-à-dire dans 1 plus l'infini. Et je cherche son antécédent. Cherchant x dans R+, tel que f de x égale à y. Encore, c'est-à-dire quoi? Encore, c'est-à-dire x carré plus 1 égale à y. Ceci signifie que x carré égale y moins 1. Et puisque y plus grand que 1, ceci implique que x égale racine de y moins 1. Donc, tiens, j'ai trouvé le x qui est racine de y moins 1. Donc, voilà, je peux définir la fonction réciproque f moins 1 de y égale à quoi? L'antécédent de y égale y moins 1. L'antécédent de y égale y moins 1. Donc, si on a une fonction bijective, on peut définir la fonction réciproque. C'est quoi la fonction réciproque finalement? Voilà, je peux dire que si f de l'ensemble E vers l'ensemble f qui associe à chaque x f de x, alors sa fonction réciproque, l'ensemble de départ c'est f vers E, c'est la réciproque de la fonction petit f, qui associe à chaque y f moins 1 de y. Donc, f donne l'image, un élément x, son image c'est f de x, et la fonction f moins 1, pour un élément y de f, elle donne
son antécédent f moins 1 de y. Et donc, si je fais f rang f moins 1 de y, je trouve quoi? F moins 1 de y, c'est l'antécédent. Et maintenant, j'applique f, je trouve l'image. Donc, f moins 1 de y, c'est x, et f de x, c'est y. Donc, je trouve c'est y. F de f moins 1 de y, c'est y, quel que soit y dans f. Et f moins 1 rend f de x. Ici, la fonction f moins 1 rend f, elle fait quoi? Donc, f de x va donner l'image de x par la fonction f. On va trouver l'image. Et maintenant, j'applique f moins 1, donc je retrouve l'antécédent qui est x. Donc, ça donne x. Donc, f moins 1 de f de x égale à x, quel que soit x de l'espace de départ. Donc, c'est qu'il faut retenir alors. F appliqué à f moins 1 de x égale à x, quel que soit x dans le domaine de f moins 1, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivées, et f moins 1 de f de x égale à x, quel que soit x dans le domaine de f, c'est-à-dire dans E. Finalement, puisqu'on a dit déjà, on a parlé des fonctions trigonométriques cosinus et sinus, et on a dit que la fonction cosinus est une fonction bijective de quoi? De 0, pi, à valeur de moins 1, 1. Donc, on a dit la fonction cosinus est strictement décroissante et continue sur 0 pi vers moins 1, 1. Donc, elle est bijective. Et donc, on peut introduire sa fonction réciproque. Par définition, sa fonction réciproque est notée arc cos. Donc, si je note f, la fonction cosinus, alors ça, c'est f moins 1. La réciproque de cosinus, c'est la fonction arc cosinus. Donc, ici, j'ai oublié, donc un c, arc cosinus. Arcos, elle est définie sur quoi? Alors, l'ensemble, c'est moins 1, 1. C'est l'ensemble de départ de arcos. L'ensemble d'arrivée, c'est 0 pi. Et donc, ici, puisque cosinus 0, on a parlé l'autre fois de cosinus 0, égale à quoi? Cosinus 0, on a dit égal à 1. Donc, l'antécédent de 1, c'est 0, c'est-à-dire l'arc cos de 1, c'est 0. On a dit cosinus de pi sur 2, cosinus de pi sur 2 égale à 0. Donc, pi sur 2 est l'antécédent de 0, c'est-à-dire l'antécédent de 0, arc cos de 0 égale pi sur 2. Encore, cosinus de pi, l'autre fois on a dit cosinus pi égale moins 1. Donc, arc cosinus, l'antécédent de moins 1 par la fonction cosinus est égal à pi. Encore, d'après le cercle trigonométrique, vous savez que cosinus de pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Donc, je peux dire que arc cosinus de racine de 2 sur 2 égale à pi quart. Donc, arc cos ici. Vous savez, la fonction cosinus qui est associée à chaque arc. Ici, si on a un arc x, alors cosinus, c'est ça, cosinus x. Pourquoi on a appelé sa fonction réciproque arc cos? Parce qu'on se demande la question suivante. Quel est l'arc? Quel est le x? Quel est l'arc dont la cosinus est égale à 1? Quel est l'arc dont la cosinus est égale à 1? L'arc 0. Lorsque l'arc est égal à 0, cosinus est égal à 1. Arc cos de 0, c'est-à-dire quoi? Quel est l'arc dont la fonction cosinus est égale à 0? Quel est l'arc dont la fonction cosinus est égale à 0? C'est cet arc-là, pi sur 2. L'arc, la cosinus de pi sur 2 égale à 0. Donc, quel est l'arc dont la fonction cosinus vaut 0? C'est pi demi, ainsi de suite. De même, on définit la fonction réciproque de la fonction sinus. Donc, on a dit que la fonction sinus est définie de moins pi sur 2 à valeur dans moins 1.
On a dit c'est une fonction bijective. Pourquoi elle est continue et strictement monotone? Et donc, on va définir sa fonction réciproque. Si ça, c'est f, on va définir f-1. La réciproque de la fonction sinus est notée arcsinus. Arcsin. Donc, arcsin, c'est la fonction réciproque, c'est-à-dire elle est définie de moins 1 à valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2. C'est la fonction réciproque de sinus. Donc, puisque vous savez que sinus de 0 égale à 0, donc ici, l'arcsine de 0, ici, l'antécédent de 0, c'est quoi? C'est 0 encore. Vous savez que sinus pi sur 2 égale à 1. Si je considère un arc de longueur pi sur 2, sinus est égal à 1. Donc, arcsine de 1, donc comment je peux lire ça? C'est quoi l'arc dont la fonction sinus est égale à 1? L'arcsine de 1 égale à quoi? C'est pi sur 2. L'arc dont la fonction sinus est égale à 1, c'est pi demi. Vous savez encore de sinus pi égale à quoi? Sinus pi est égal à moins 1. Donc, l'arcsine de moins 1, l'antécédent de moins 1 par la fonction sinus, ou bien l'arc dont la fonction sinus est égale à moins 1, c'est égal à combien? Est égal à pi. Voilà donc la définition de fonction réciproque arcsine et arcos. Voilà sur un repère orthonormé la courbe de la fonction sinus sur moins pi sur 2, pi sur 2. Ici, ça, c'est la courbe, cette courbe, c'est la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, sa réciproque, on a dit c'est la fonction arcsinus. Voilà la courbe, voilà, vous voyez ici la courbe de la fonction arcsinus. Maintenant, elle est définie de moins 1 vers moins pi demi, pi demi. Donc ici, ça c'est la courbe de la fonction sinus et ceci sa fonction réciproque. De même, ici c'est la fonction, on a dit que la fonction cosinus est une fonction aussi bijective de 0 pi vers moins 1 et on a défini sa fonction réciproque arcos. Donc ici, ça c'est la courbe de la fonction cosinus de 0 pi, 3,14 à peu près, et ça c'est sa fonction réciproque arccosinus qui est définie de moins 1 vers 0 pi. De la même façon, on peut dire que la fonction tangente aussi, c'est une fonction bijective de moins pi demi à valeur réelle, et on définit sa fonction réciproque par la fonction arctangente. Donc ici, si y égale tangente x, alors certainement x égale arctangente de y. L'ensemble de départ pour tangente, c'est moins pi demi, l'ensemble d'arrivée, c'est r. Donc, arctangente, c'est quoi l'ensemble de départ? C'est r, bien évidemment. Arctangente définie de r à valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo et à très bientôt.